Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Pas de caméra aujourd'hui, mais je veux pas non plus que ce soit forcément systématique. Mais ceci dit, c'est encore une fois pas là que la chose importante se trouve. On parle aujourd'hui de thématiques traitées grand n'importe quoi partout sur Internet. Alors, enfin surtout dernièrement, donc c'est la raison pour laquelle je décide de me positionner un peu là-dessus. Maintenant, clairement, ça mériterait une émission de 2 heures, etc., si on voulait vraiment couvrir correctement le sujet. Donc ici, je vais le faire comme toujours, avec nos petites œillères de traders spéculatifs, etc. Donc ne prenez pas tout à la lettre. Ici, il y aura évidemment plein de détournements un peu trop rapides et faciles à faire. L'idée ici n'est pas du tout de politiser le débat autour de l'inflation, encore moins de l'idéologiser en termes économiques, etc. Donc, si vous pensez qu'on va parler d'économie, etc., non, d'accord, hein. Donc les théories économiques sur l'inflation, bon, voilà, il y a d'autres chaînes qui traitent ça très bien. Je vous invite à regarder par exemple Eureka, qui est une super chaîne de vulgarisation économique qui traitera de ces sujets fort mieux que moi. Donc ici, on met nos petites œillères de traders, ok. On traite l'inflation dans les marchés d'un point de vue efficient, pratique. Bref, j'essaie de rester à l'essentiel pour pas que ça dure 2 heures, mais qui est quand même de l'info croustillante. Donc, l'inflation, pourquoi elle est souvent donc très mal interprétée dans les marchés financiers? Souvent justement parce qu'elle est soit politisée, soit économisée entre guillemets. C'est-à-dire que soit vous avez donc des économistes qui essayent de faire du trading, et ça, historiquement parlant, ça c'est quand même assez dingue que ça continue d'exister, ces gens-là, donc qui sont économistes et qui se font passer pour des traders. C'est vraiment deux métiers différents. Alors évidemment, il y a des parallèles possibles, mais elles sont souvent très dangereusement faites. Donc attention, encore une fois, à pas mélanger ces deux choses. Oui, le monde financier est un monde complètement parallèle qui n'en a strictement rien à foutre de l'économie réelle. Enfin, en partie, on ne peut pas non plus faire absolument n'importe quoi, mais bon, on n'est pas là nécessairement pour faire attention à toutes les théories économiques quand on traite les marchés. Donc on parle d'inflation sous un prisme financier, sous un prisme spéculatif. Ça fait quoi l'inflation concrètement? Quels sont les facteurs sur lesquels ça influe directement? Et en gros, c'est quoi les contreparties? Quand on touche et qu'on joue à l'inflation, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Qu'est-ce qu'on peut obtenir avec l'inflation? Et qu'est-ce que ça coûte de jouer avec ça? Donc, et de comprendre surtout, donc, en fait, on ne fait que déplacer et inciter à des comportements. C'est un peu la conclusion à laquelle on va arriver aujourd'hui. Donc l'inflation dans les marchés financiers, malheureusement, il va falloir faire avec. Je préfère vous le dire, c'est la norme, hein. L'inflation, c'est pas du tout l'exception à la règle. Dans les marchés financiers, on recherche un niveau d'inflation, et vous l'entendrez souvent parler, donc les banquiers centraux, etc. On veut de l'inflation pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut comprendre que l'inflation, c'est un mécanisme. Alors, ça dépend de quoi on parle, hein, d'accord. Donc, soit on parle de hausse de la masse monétaire, d'accord. C'est-à-dire, effectivement, on appelle ça débaser une monnaie, c'est-à-dire qu'on lui enlève son effet de base en augmentant la quantité de monnaie en circulation. L'inflation pure et dure, hein, d'un point de vue économique, on parle de hausse des prix à la consommation, etc. Donc, c'est pas de ça dont on parle. Moi, je parle simplement ici, donc, d'un effet de base sur quoi que ce soit. C'est-à-dire, là, ici, on parlera de devise parce que c'est celle à laquelle vous êtes le plus souvent confronté, en tout cas c'est celle qui nous vient le plus du monde réel. Donc là par exemple, si vous regardez le monnaie M2, hein, puisque donc il mesure plus M3 maintenant, mais MZM, et il n'est pas disponible ici. Bon bref, c'est ce qu'on aurait ici le plus proche du money supply. Et donc effectivement ici, vous avez donc un pur débasement de currency qui se met en place avec donc la forte accélération Covid et les effets pervers que vous connaissez, donc hausse des actifs, etc. Donc la première des choses qu'il faut comprendre, d'accord, c'est que, effectivement, l'inflation, ça va influer fortement sur les prix, d'accord? Mais il faut comprendre que ce n'est pas un système aussi direct que ça, d'accord? La conséquence directe de l'inflation, enfin de l'inflation, de la hausse de la base monétaire d'un système, c'est effectivement normalement la hausse des prix. Mais il faut bien comprendre que ce système, il est à multipartie. C'est-à-dire que la résultante qu'on va obtenir sur les prix, c'est principalement la résultante donc du niveau d'inflation de base, c'est-à-dire de la quantité de monnaie en circulation, donc des effets de base de la devise, okay, et de la croissance. Et ce qu'on fait normalement, c'est donc qu'on additionne les deux et on obtient le résultat plus ou moins grossier sur les prix. Okay, c'est-à-dire qu'une croissance de 10%
ok, avec une inflation de 2%, théoriquement, c'est supposé donner à peu près 12% de hausse annualisée sur un indice composite type S&P 500. Ok, c'est assez bête à comprendre, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, d'accord? Donc théoriquement, croissance plus inflation égale hausse du prix sur la période donnée. Bon, je simplifie très clairement, mais c'est à peu près ça. Donc, si maintenant on isole ça, c'est-à-dire qu'on parle d'inflation par rapport à un projet particulier, puisque là on va parler surtout d'inflation dans les cryptos, puisque c'est ça, et c'est là où en ce moment je vois des traitements complètement débilos de tout ça. Donc essayons de comprendre à quoi ça sert l'inflation, et pourquoi évidemment certains projets crypto y ont recours, d'autres non, etc. Donc, il faut comprendre que l'inflation, ça dépend principalement de où va l'argent nouvellement créé. Quand on parle d'inflation dans la vie réelle, enfin d'inflation, de hausse de la masse monétaire dans la vie réelle, la seule question qu'il faut se poser, c'est qui récupère cette thune qui est donc imprimée comme ça à partir de l'air ambiant. Donc ça, aujourd'hui, on les a, les chiffres. Hein. Cet argent, il a principalement découlé dans les marchés financiers de manière extrêmement directe avant de percoler dans l'économie réelle. Et puis franchement, on ne le voyait pas arriver dans l'économie réelle. C'est-à-dire que vous aviez d'un côté le money supply qui a explosé ces dernières années et on n'avait pas d'inflation dans la vie réelle. Autrement dit, il y a plus d'argent qui circule, mais les prix ne montent pas. Ça voulait bien dire que l'argent, il allait ailleurs. Donc évidemment, cet argent, il a été capté par les 5 à 10% les plus riches qui détenaient des actions. Et évidemment, bon, à ce niveau-là, c'est vrai que on comprend pourquoi il n'y a pas d'inflation en soi. Pas d'inflation parce que c'est jamais arrivé dans la poche des 90% des gens restants. La plupart de cet argent a été récupéré par les plus riches. Et autrement dit, eux, ils ne l'ont pas spécialement mis dans la consommation, ou alors, effectivement, là, on l'a vu, les valeurs du luxe ont explosé pendant ces 5 à 10 dernières années. Donc oui, ces gens-là ont accumulé cette masse monétaire supplémentaire et l'ont distribuée dans les choses qui les intéressent, c'est-à-dire clairement pas d'aller au Macy's, mais bien d'aller s'acheter du Chanel. Donc c'est là où il faut comprendre qu'ici on a les effets pervers de l'inflation. Donc ça, c'est le premier des trucs dont on va parler. Aujourd'hui, l'inflation, c'est connoté, c'est politisé et évidemment, on parle surtout de cette inflation économique qui est donc traitée et souvent, donc je vous dis, très très négativement connotée. Donc là, je vous parle juste de débaser quoi que ce soit, c'est-à-dire d'ajouter ou de réduire un effet de base sur une variation de prix. Donc là, quand on parle par exemple de n'importe quelle crypto, BTC, USD, etc., ce qui va nous intéresser, c'est donc l'effet de base USD, ok, et il y a un effet de base possible de la quantité en circulation du supply de la crypto en question. Donc, par exemple, Bitcoin, on est sur un actif qui est probablement même déflationniste, étant donné le nombre de Bitcoins qui sont paumés chaque jour par des gens qui paument leurs clés ou qui meurent sans les donner à leur succession. Donc, l'inflation est très faible sur Bitcoin, mais en plus de ça, il y a probablement une quantité astronomique de coins qui se perdent, probablement même plus que les nouveaux jetons minés. Donc, on a probablement, on va dire, au moins un effet de base nul, voire négatif sur Bitcoin. Ça, quel effet ça a sur le prix? Si à côté de ça, l'autre contrepartie, c'est-à-dire le dollar, se fait débaser comme ça, faut bien comprendre que là, l'effet mécanique, c'est que vous avez d'un côté quelque chose qui bouge pas et d'un côté quelque chose qui perd de la valeur. Ça, mécaniquement, ça fait monter les prix, il n'y a pas de doute. Hein. Ok. Maintenant, donc, il faut mesurer toujours ces niveaux d'inflation, d'effet de base sur les trucs que vous comparez. Ok ? Donc, effectivement, une bonne partie de la hausse des cryptos, elle est due au débasement du dollar, mais pas que. Hein. Et après, évidemment, ça dépend de projet à projet. Donc ça, c'est l'élément principal qu'il faut comprendre. Okay, on ne peut pas nécessairement comparer deux trucs qui n'ont pas du tout les mêmes effets de base. Alors là, comme tout est comparé par rapport au dollar, il n'y a pas trop de soucis. Mais si par exemple vous comparez Bitcoin avec Atom, qui par contre a un procédé inflationniste, en plus de ça variable, qui peut aller de 7 à 20%, vous comprenez qu'un truc qui est limite déflationniste, comparer ça sur la même base de valorisation dollar, alors que lui va avoir une inflation annualisée au minimum de 7%, vous comprenez que ça ne marche pas. Parce que là, évidemment, la base, l'effet de base va commencer à se voir. Ça veut dire que tout simplement, au bout d'un an, il y aura 7% de plus de jetons Atom au moins, alors qu'il y aura probablement toujours autant de Bitcoin réellement en circulation. Comprenez donc que le prix d'Atom ne peut pas monter aussi vite que le prix du Bitcoin. C'est mécanique, c'est les effets de base. Donc, ça, c'est l'effet conclusion. Donc, si le prix monte plus vite, ok, qu'est-ce qu'on gagne? Puisque comprenez que dans la gestion monétaire et financière, et quoi qu'il en soit, gestion du risque en général, si on appuie sur un levier, il y a forcément un autre levier qui bouge. Donc, c'est complètement con de parler d'inflation et de dire « Ah, les jetons inflationnistes, c'est de la merde parce que du coup, les prix montent pas. »
Mais c'est con de raisonner. Pardon, enfin c'est stupide. Le premier raisonnement à avoir, c'est celui qu'on avait tout à l'heure. À qui profite le crime? D'accord? C'est de dire où elle va, cette inflation, à qui elle est redirigée. C'est-à-dire que ça, c'est le premier des éléments qu'il va falloir retenir quand on parle d'inflation. Ça incite directement, et c'est plutôt même de dire c'est une action forcée, à aller faire quelque chose. Autrement dit, l'inflation, elle doit toujours être dirigée dans un but précis. Et là, elle sert à quelque chose. Si on parle d'inflation dans la vie réelle, c'est-à-dire celle que la Fed nous défend, il faut 2% d'inflation, tutti quanti, etc. À quoi ça peut bien servir d'augmenter la masse monétaire en circulation tous les ans d'à peu près 2%? Eh bien, ça fait basiquement monter les prix. Tout doucement, hein, mais ça les fait monter, effectivement. Autrement dit, vous avez l'habitude que les choses s'apprécient en valeur. Vous avez l'impression d'être plus riche, alors qu'en soi, vous n'avez pas bougé. Hein. Vous suivez l'inflation. Mais ce sont des mécanismes inconscients qui, à l'intérieur de l'être humain, vous poussent à consommer sans même que vous vous en rendiez compte. Donc, dans une économie capitaliste dont la principale base de revenus, c'est la consommation, aux États-Unis, vous comprenez bien que ça les fait bander un peu d'inflation, en tout cas un peu de hausse de la masse monétaire, parce qu'évidemment c'est supposé donc stimuler la hausse des prix sans que ce soit non plus trop stratosphérique, mais cette stimulation de la demande par la consommation, c'est évidemment l'effet, on va dire, qui se coule, qui est recherché par une hausse de la masse monétaire aux États-Unis. Ok, c'est supposé faire monter les prix des choses et donc vous inciter à les consommer aujourd'hui, et on ne parle même pas de l'accès au crédit pour faciliter encore plus tout ça. Donc, si ça, c'est ce qui sert dans l'économie réelle, à quoi ça peut bien servir l'inflation dans les cryptos? Faut bien comprendre que l'inflation, donc comme on l'a dit, le premier effet, c'est que ça va freiner les prix, puisqu'il y a donc plus de jetons qui vont circuler demain qu'aujourd'hui, à contrario, évidemment, d'un Ethereum qui est aujourd'hui, lui aussi, pratiquement déflationniste. Donc, évidemment, quand on réduit la quantité de choses en circulation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un effet de rareté qui arrive, et donc il faut que vous commenciez à comprendre ça. Il y a donc deux bouts sur cette échelle. Il y a une zone de confort, entre guillemets, et il y a donc les deux extrêmes qu'il vaut mieux essayer d'éviter. Donc, si on se place sur une échelle, d'accord, ça c'est zéro inflation, là on est donc en déflation, et là on est en inflation. Okay, donc il y a toujours les deux limites, il y a l'hyperinflation dans laquelle il ne faut pas aller, et l'aspect déflationniste, c'est-à-dire on perd tellement de jetons en circulation, jetons ou n'importe quoi, hein, d'accord, que là va se produire un effet extrêmement pervers, c'est-à-dire qu'on continue à chaque fois, c'est l'être humain qui est comme ça, c'est complètement débile, et encore une fois, ce sont des raisonnements bien humains, hein, qui reviennent toujours à raisonner dans le stupide. C'est-à-dire que l'être humain, lui, comme ici, entre guillemets, rien n'a de fin, hein. On peut théoriquement aller à l'infini de la destruction monétaire, tout comme on peut aller à l'infini de la création monétaire, et l'être humain a un léger problème avec tout ce qui est exponentiel. Donc, comme ici, on a affaire à des plus ou moins fonctions exponentielles, l'être humain adore se projeter dans ces trucs débiles, alors que rationnellement parlant, comme on l'a dit, c'est encore une fois une distribution gaussienne. C'est-à-dire que la plupart du temps, l'inflation, elle se situe sur des niveaux plutôt normaux, et effectivement, dans des économies capitalistes, très légèrement au-dessus de zéro. Hein, on target des niveaux d'inflation dus à une stimulation de la masse monétaire qui est donc pas complètement folle furieuse. Évidemment, on essaie d'éviter l'hyperinflation et on veut à tout prix éviter de détruire la base monétaire. Okay, puisque là, ce qu'on obtient quand on est en déflation, d'accord, donc normalement déflation égale destruction de la monnaie. La destruction de la monnaie, c'est généralement le remboursement des crédits. Ça veut donc dire que les gens octroient de l'argent pour rembourser des dettes, alors que le but de la dette, c'est de consommer. Hein, on l'a vu. Donc le problème ici, c'est qu'on a au contraire un effet pervers qui se met en place, etc., etc. Donc bien comprendre qu'un peu d'inflation, l'augmentation d'une base, d'un effet de base, c'est là pour déclencher un comportement. Ok ? C'est bien ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et évidemment, dès qu'on s'écarte d'une zone, on va dire médiane, qui est là où les effets bénéfiques qu'on recherche sont produits, d'accord, aller trop loin dans un sens comme dans l'autre, ça va effectivement produire des effets très pervers. Puisque donc, une inflation galopante, l'inflation, le problème étant qu'elle est donc cumulative, d'accord, si on est à un rythme de croisière de 7% par an, il faut bien comprendre donc que la masse, la quantité de trucs en circulation va donc là aussi augmenter avec une fonction exponentielle, puisque c'est chaque fois 7% de la croissance passée. Donc on est sur du compound interest, et là clairement à terme, alors évidemment il faut plusieurs années pour faire ça, on obtient quelque chose d'assez parabolique. Et donc, problème, les hauts niveaux d'inflation sont donc de base intenables dans la durée.
Et c'est le deuxième facteur qu'il va falloir comprendre. Donc le premier, comment utiliser correctement l'inflation? C'est pour créer un comportement induit. Donc il faut que cette inflation soit utilisée correctement, ne pas faire la bêtise par exemple de la masse monétaire américaine qui a donc été captée par 10% des plus riches qui n'en avaient strictement pas besoin, donc qui n'ont absolument pas consommé, si ce n'est pour s'acheter des trucs hors de prix. Donc ça a fait monter les valeurs du luxe et c'est tout. Hein. Donc les effets voulus, la consommation des ménages n'a clairement pas été obtenue parce que cette inflation était mal redistribuée. Donc l'inflation, c'est bien quand c'est utilisé correctement. Et deuxièmement, l'inflation durablement, c'est un effet absolument intenable. Parce que tout simplement, on est effectivement sur une mise en place d'une fonction exponentielle du supply des actifs qui sont fortement inflationnistes. Autrement dit, quand on commence à jouer avec l'inflation, il faut forcément au bout d'un moment réduire, et c'est là que, effectivement, ça peut être un peu plus gênant. Parce que le fait d'avoir une action directe sur la quantité du supply, ça modifie drastiquement le comportement des prix. Et c'est là que la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi l'inflation est un joujou très dangereux, surtout si c'est pas bien utilisé en plus de ça. Parce que les effets pervers de l'inflation sont effectivement des fonctions exponentielles un peu partout. Comme on l'a vu, la base de supply en circulation, avec une croissance constante, d'accord, donc une hausse de 7% par an par exemple, ça produira de toute façon une fonction parabolique, fonction exponentielle à terme. Le principe, c'est donc de comprendre que si on essaye de caper cette inflation, d'accord, c'est-à-dire que la quantité du supply en circulation fait donc ça, et puis si au bout d'un moment on décide donc effectivement de supprimer cette inflation pour revenir sur des niveaux stables, eh bien il faut bien comprendre que les marchés financiers, eux, prennent en compte la dynamique. C'est-à-dire que dans la phase d'accélération, okay, normalement c'est là où le frein sur les prix va se mettre en place le plus vite, mais quand on va commencer à percevoir ici que l'inflation se ralentit, donc que le produit en question va se raréfier, et ben que font les prix mécaniquement? Ici, on va dire qu'on a une pression baissière sur les prix, et là, d'un coup, boum, le marché va au contraire compenser tout ça. C'est-à-dire que là, justement, comme on l'a dit, il y a trois variables en soi. Il y a l'effet de base et il y a la croissance du réseau. C'est-à-dire que à niveau de croissance constant, la pression sur les prix est baissière quand l'inflation est en phase d'accélération, enfin quand le supply est en phase d'accélération, et si on comprend à terme que cette inflation commence à se réduire, voire va être annulée, c'est là où on a la pression la plus haussière sur les prix, puisque là, 100% de la croissance va donc s'extrapoler sur les prix. Autrement dit, quoi qu'il arrive, on finira toujours par des fonctions assez exponentielles. Puisque là, si vous prenez ce rythme de croissance, d'accord, l'effet frein sur le prix dû à l'augmentation du supply, puis augmentation rapide du prix pour rattraper. Ça, en gros, ça donne quoi si on a une croissance sur l'actif? Eh bien, tout simplement, ça fait que vous allez avoir donc des prix qui montent, hein, mais qui montent un peu moins vite parce que, effectivement, dilués par le supply, et puis d'un coup, vous avez réduction du supply, et boum, vous allez avoir les prix qui accélèrent. Et donc, quoi qu'il en soit, que ce soit par une augmentation du supply, d'accord, qui va donc à terme finir par un supply parabolique, donc toujours les mêmes assumptions stupides que feront les êtres humains face à ces comportements qui ne sont pas durables, mais que l'être humain adore extrapoler au-delà du raisonnable. Donc le problème, c'est qu'une inflation croissante produit un supply parabolique et donc, au bout d'un moment, des raisonnements stupides. De même que si on essaye de dumper ce supply, on obtient de toute façon à terme une accélération du prix qui elle-même reproduit les systèmes paraboliques. Autrement dit, la raréfaction de quelque chose dont le supply était en augmentation cause généralement des prix paraboliques. Autrement dit, toujours les mêmes débiles stupidement spéculatifs qui vont entrer dans le bordel parce que le truc accélère. Alors qu'encore une fois, ici, les prix vont accélérer avec une croissance qui ne bouge pas. Autrement dit, la valeur intrinsèque de cet actif n'est pas en train d'augmenter, mais son prix, oui, et les gens ont toujours une énorme incapacité à comprendre ces notions de prix et de valeur, parce qu'elles sont intrinsèquement liées à la quantité d'actifs en circulation, donc cette modulation du supply. Il y a aussi tout un tas de facteurs liés à la demande qui peuvent donc stimuler un certain type de demande. Il y a tous les effets de base avec le crédit aussi. Donc il faut bien comprendre que c'est très complexe. Donc aujourd'hui, je fais que survoler, et encore, je vais m'arrêter là parce qu'il faudrait franchement 1 heure pour aller dans la profondeur de ces choses-là. Mais si je dois résumer l'essentiel de ce que vous devez retenir aujourd'hui,
L'inflation, c'est compliqué. Donc tous les gens qui vous disent « ouais, il va se passer ci, il va se passer ça », c'est débile. Ok ? Il faut comprendre que c'est un effet avec plusieurs leviers. Si vous touchez un levier, il y a forcément un autre levier qui bouge. La question, c'est lequel ? L'inflation n'est pas mauvaise si elle est non perpétuelle, c'est-à-dire que l'inflation peut être utilisée comme un moment passager pour augmenter le supply en circulation. Ce qui est dans ce cas-là important, c'est de comprendre qu'il faut que ça induise un mécanisme particulier voulu. Autrement dit, l'inflation utilisée correctement et pas indéfiniment, c'est plutôt positif. Ça réduit un peu les prix, et c'est donc la vélocité des prix, c'est le prix à payer pour pouvoir diriger un comportement volontairement, en manipulant le supply, enfin en dirigeant le supply d'une certaine façon, et on va donc soit le diriger vers un certain groupe de personnes, soit on va le diriger au contraire de façon globalisée, etc., etc. Et vous avez ici tout un large panel de possibilités. Ça va effectivement, comme l'ont fait les États-Unis, à la distribution d'un paycheck direct aux personnes éligibles étant sous un certain plafond de revenus. Donc là, effectivement, on redistribue la richesse aux plus pauvres. Ok ? Il y a d'autres cas de figure. Par exemple, si on prend l'inflation du jeton Atom, là, c'est de dire on est sur quelque chose où on punit les gens qui ne stackent pas le jeton. L'inflation étant le revenu de staking principalement, elle est redistribuée à ceux qui stake au prorata. Et comme on l'a vu, avec en plus cette inflation croissante, moins il y a de stakers, plus l'inflation augmente. Autrement dit, plus la punition est lourde pour ceux qui ne stakent pas les jetons. Donc ici, on a bien une inflation qui est utilisée à dessein. Et ce dessin est clair, il est affiché. Chez Atom, on veut que vous stakiez. C'est un peu le but principal du jeton, de sécuriser le réseau. Donc, évidemment, il y a une incentive via l'inflation. Autrement dit, vous ne perdez pas réellement de valeur sur Atom, puisque, en soi, cette valeur, elle s'exprime juste d'une autre façon. La vélocité des prix est beaucoup plus lente, d'accord ? Atom, c'est un jeton super lent, ça fait chier les mecs qui veulent du momentum, etc. Mais il faut bien comprendre que, en soi, une partie de la croissance, elle vous est octroyée via l'augmentation du supply, auquel vous participez si vous êtes en staking. Donc il n'y a rien de mauvais à l'inflation. Il faut juste comprendre que c'est un levier de mécanique financière, tout comme il y en a plein d'autres. C'est souvent connoté de façon absolument stupide parce que nous vivons aujourd'hui une politisation absolument furieuse de l'inflation. Donc encore une fois, attention à ne pas vous faire laver les neurones par des gens qui utilisent effectivement des mécaniques de manipulation pour détourner certains propos. Donc l'inflation, c'est ni bon ni mauvais, ça dépend ce qu'on en fait. Et puis évidemment, comme on l'a dit, par contre, il y a un facteur qu'il faut bien comprendre, c'est que ça mène de toute façon, tôt ou tard, à une parabolisation soit des prix, soit du supply. Autrement dit, il faut bien que ce soit une mécanique transitoire. Ça peut durer plusieurs années, mais il ne faut pas excéder plus de 10 ans sur des procédés inflationnistes, sinon on commence à voir évidemment des problèmes. Et c'est exactement ce que nous connaissons aujourd'hui dans l'économie réelle d'ailleurs, comme par hasard. Voilà, donc encore une fois, attention, comprenez encore une fois ces mécanismes, c'est ça qui est hyper important. Et arrêtez de diaboliser un truc que vous ne comprenez pas. Voilà, bye bye!